global. Pour que la ville soit autosuffisante, elle devrait se séparer complètement du reste du monde et prévoir l'énergie et la nourriture pour soi-même. Ceci n'est pas possible et la plupart d'habitants de cette ville trouveraient cela mauvais, si vous voulez. C'est une nouvelle utopie, si vous voulez, et je pense qu'une telle utopie pourrait donner naissance à une sorte d'autocratie et quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, mais il faut dire que les villes devraient plutôt devenir soutenables et pas autosuffisantes. C'est donc une valeur auquel il faudrait aspirer, mais pas une fin en soi. En même temps, il faut prévoir donc la protection de l'environnement en allant tout de même vers le but que nous nous sommes posés. Mon collègue a parlé de l'historique de cette idée de Garden City et j'aimerais juste répéter quelques noms sans m'attarder à cela. Tous ceux qui sont pour la durabilité des villes se reposent sur leurs prédécesseurs, comme Patrick Geddes, qui a coopéré avec Kropotkin, ensuite Ebenezer Howard, Louis Mumford, Jane Jacobs, etc. Je vais également mentionner quelque chose qui n'est pas une inconnue pour tout le monde, mais je pense qu'il faut tout de même redire quelque chose, c'est que beaucoup de gens consentent sur une même chose qui est contenue dans l'agenda 21, agenda d'habitat, les différentes chartes du Congrès de l'urbanisme de l'Union européenne, ensuite la charte de Machu Picchu, etc. Maintenant, j'aimerais vous donner une définition, une brève définition qui va nous mener plus loin. Donc, le développement durable est un développement qui promeut une santé sociale et écologique des villes et des agglomérations. Voilà. Alors, encore une question pour M. Paco. Peut-être c'est une question pour nos deux intervenants. Quel est le degré de liberté qu'on juge dans des villes contemporaines? À quel point un individu tel doit respecter les règles existantes pour que la ville puisse vivre, puisse fonctionner? Est-ce qu'il existe une liberté pour un citoyen moderne? La liberté n'est pas un droit. La liberté est un devoir. Alors, je vous ai répondu dans le sens où, effectivement, nous avons toute l'attitude pour exercer cette liberté en permanence. Je crois que, par rapport à ce qu'il vient d'être dit, et auquel je souscris largement, l'enjeu politique à venir, c'est l'enjeu de l'autonomie de chacun d'entre nous. Et nous avons, depuis le déploiement inconsidéré des techniques, nous avons environné l'environnement. Nous sommes arrivés à un paradoxe assez étonnant. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'environnement est environné par tout ce que nous avons nous-mêmes créé et qu'on n'arrive plus du tout à contrôler. Et on est pris dans cette espèce de spirale infernale du toujours plus vite, du toujours plus. Et il faut inverser ce mouvement et arrêter le toujours plus pour un toujours mieux. Alors la liberté, elle commence précisément là, avec cette difficulté que je trouve dans votre question, qui est l'usage du mot « ville ». Parce que l'urbanisation planétaire s'effectue bien souvent sans ville, ou contre les villes. Et donc, raisonner en termes de villes qui seraient environnementalement correctes ou écologiquement correctes, c'est déjà présupposer que partout dans le monde, l'urbanisation revêt la forme d'une ville. Belgrade, avec X centaines de milliers d'habitants, Paris, ou des villes beaucoup plus petites, de 10 000, 20 000 habitants. Non, non, on a aussi des territoires qui sont totalement urbanisés de manière diffuse. Et c'est pour ça qu'en Italie, qui a inventé la notion de città diffusa, en même temps, les géographes militants italiens que je connais, comme Alberto Maniaghi, inventent aujourd'hui le territorialisme. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus simplement dans un local qui serait en rivalité avec un global qui l'écraserait, on est dans une parité locale et globale
qui fait que par la définition d'un nouveau territoire, on peut construire cette marge de liberté de tous les citadins devenus citoyens. Alors le territoire, ce n'est pas quelque chose qui existe, qui est imposé par une administration. Le territoire, c'est un résultat. Le territoire résulte, c'est-à-dire que le territoire, pour le dire très simplement, c'est tout simplement un acte d'amour entre des gens et un site. Et donc tout ne fait pas territoire, évidemment, comme tout ne fait pas paysage. Et donc, vous voyez, la logique de la marque, la logique du patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, la logique des capitales européennes, etc., ça conduit à une espèce de laminage des différenciations, à la fois territoriales et à la fois culturelles des villes. Et de fait, elles se ressemblent de plus en plus. Il y a toute cette théorie de liberté, Riesman a pensé tout cela, mais également il existe ce phénomène de la vie en liberté. Être libre, pour jouir de toute cette liberté, il faut avoir du courage. Il faut qu'un homme soit courageux pour qu'il puisse jouir de sa liberté. Et les citoyens braves, les citoyens courageux ont même un aspect plus content, plus heureux. Et s'ils veulent se lancer dans leurs initiatives civiques, même s'ils veulent faire preuve de manque d'obéissance, si ce n'est pas violent, ils peuvent le faire. Les buts, ça ce qu'on a lutté, pour certaines choses au cours des années 90, mais maintenant on n'a pas de cible, c'est plus difficile maintenant, on ne peut pas articuler notre lutte, on n'a pas un ennemi en commun, c'est difficile de mettre un titre sur notre lutte, ça c'est le problème. Maintenant, nous avons que notre papier et notre crayon quand on passe au vote à la nationale. Merci, monsieur. Compte tenu qu'il s'agisse d'un débat, c'est la partie finale de notre conférence. Je m'imagine bien qu'il y a des questions. La ville durable, qu'est-ce que c'est? Nos villes à nous, mais demain. Une question dans le second rang. Professeur Paco, est-ce que la ville européenne de demain pourra proposer un espace urbain où la publicité sera maîtrisée, ou au contraire pensez-vous que ce combat est déjà peut-être perdu quand on regarde l'occupation du paysage urbain par ce phénomène et l'accélération ces 8 dernières années? Ça va Alors, c'est une question évidemment très, très importante qui a été posée déjà à la fin du 19e siècle. J'aime bien toujours revenir à la géohistoire, ça me plaît bien. Et Gustave Kahn, en 1900, publie un ouvrage qui s'appelle « L'esthétique de la rue », dans lequel il explique que les affiches qui sont sur les murs de la ville transforment la ville en un musée hors les murs. Expression étonnante pour 1900. Hein. Et ce musée hors les murs, eh bien, évidemment, c'est ces affiches, mais ces affiches sont signées Toulouse-Lautrec. Michard, et donc des peintres, des affichistes excessivement remarquables. Et il ne s'agit pas en fait de vendre un objet, de vendre une marchandise, mais d'informer que tel chanteur va se produire dans tel cabaret, etc. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la publicité, finalement, n'est que le porte-voix d'une société de consommation. Nous avons ces fameux billboards et au lieu des allées de platanes à Belgrade, nous avons les allées de billboards. Et aussi les autres médias à la télé, par exemple. Je ne sais pas comment vous luttez avec ce phénomène. Est-ce que vous pouvez suivre un film à la télé, les breaks, les pauses de pub, vous oubliez le contexte de film que vous avez regardé. Alors nous vivons dans un temps de réclamocratie. Lefebvre a dit que la société moderne est une société de consommation dirigée. Il y en a qui veulent diriger notre consommation pour générer le maximum de profit, bien évident. Nos facultés, nos universités, surtout nos universités privées, offrent des stages de gestion de management, bien évidemment, des fameux management et marketing. C'est les sujets privilégiés, les sujets vedettes
les conférences vedettes, c'est toujours très...